Ça me permet de dire, je vais faire un peu de publicité en attendant par rapport à nos activités. Ça me permet de dire avant qu'on commence cette interview mensuelle. D'abord, l'interview mensuelle aura lieu de nouveau, on reprend nos activités, ça aura lieu tous les derniers jeudis du mois. Nous aurons également sur les réseaux aussi l'interview, l'entretien sur la psychologie, c'est tous les derniers lundis du mois. Et puis il y a les cours publics et populaires qui commencent le 10 octobre, ils sont totalement gratuits. Et c'est sur le livre que j'écris et que je termine maintenant, et qui est un livre qui s'appelle Un manifeste pour une théologie islamique de la libération. Et il sera présenté sur 10 séances. Vous pouvez simplement, pour ceux que ça intéresse, vous n'avez qu'à envoyer un email à courspublic@gmail.com, puis vous mettez deux choses. Est-ce que vous avez déjà lu un livre que j'ai pu écrire, et de quel pays et de quelle ville êtes-vous? C'est tout. Vous avez ceci, on vous enregistre dans les données, et puis vous recevez ensuite l'ensemble des plans du cours qui vous seront donnés juste avant le début du premier cours. Ça, c'est pour ceux que ça intéresse. Ensuite, on suit le déjeuner littéraire. Le prochain déjeuner littéraire a lieu le 22 octobre autour du livre Mon intime conviction, dont le premier titre est Très face à nos peurs. Et puis, le prochain séminaire intensif sur l'art de l'écriture aura lieu les 14 et 15 octobre. Voilà, j'ai fini avec la publicité. Tout ceci, les inscriptions sont ouvertes. Vous avez les réseaux qui peuvent vous les différents posts sur Facebook, sur Insta, etc., sur Twitter, X maintenant, et donc vous pouvez facilement vous renseigner. Voilà, on peut commencer, Faiza. Salam alaikum, bonsoir à tous. On se retrouve donc ce jeudi soir, ce dernier jeudi de septembre, pour redémarrer une nouvelle année sur encore des thématiques d'actualité ou pas d'ailleurs. Et puis j'espère qu'on vous retrouvera tous avec nous jusqu'à fin juin, le dernier rendez-vous comme chaque année maintenant pour la 3e année consécutive. Alors on a choisi aujourd'hui d'aborder deux sujets. On va faire le live en deux temps. Le premier, en 3 temps même, on va dire, parce qu'après il y aura un petit temps d'échange si on arrive à finir suffisamment tôt. Le premier, il est d'actualité, mais pas seulement, parce qu'on a décidé de vous parler aujourd'hui. En tout cas, je voulais interroger le professeur Tarek Ramadan sur le contexte politique et social en Afrique. Il y a un certain nombre d'événements en ce moment dans plusieurs pays, principalement d'ailleurs dans l'Afrique francophone, où il y a des événements qui nécessitent peut-être une analyse et qui méritent d'être explorés un peu plus profondément que ce qu'on entend dans la presse. Et puis pour la deuxième partie du live, on voulait vous parler des récentes polémiques qu'il y a eu autour qui sont inhérentes à l'islamophobie en Europe, mais je voulais vraiment axer ça sur le pouvoir des instances internationales, c'est-à-dire en l'occurrence l'ONU, sur la question de l'abaya et sur la question du hijab dans le sport. Ces interdictions qui sont posées aujourd'hui aux femmes de confession musulmane et qui génèrent un certain nombre de crispations, tant sur le niveau politique que médiatique. Donc on abordera ça en deuxième partie de live. Donc on va commencer sur la thématique de l'Afrique, de ce qui se passe en ce moment en Afrique. On a un certain nombre de pays qui ont été qui ont fait l'objet de coups d'État, de changements de pouvoir ou simplement même de révolte de la jeunesse ou de conscientisation politique de sa jeunesse. Je parle il y a plusieurs pays comme ça, comme le Sénégal, comme d'autres. Sur les questions des coups d'État, bon, on le sait, il y a le Burkina, le Mali récemment, le Niger aussi, dont on sait que l'ambassadeur français a quitté le pays hier seulement après plusieurs semaines de crispation comme ça avec le pouvoir français. Ces événements, ils se multiplient au fil des années. Ça fait quelques temps maintenant que c'est comme ça dans plusieurs pays.
Ça prend des formes très différentes, hein. Je ne veux pas faire de parallèle entre, par exemple, le Sénégal ou le Burkina, parce que les situations, elles sont complètement différentes, donc je ne vais pas nommer spécifiquement de pays. Mais ma première question, Tariq Ramadan, je voulais vous demander, est-ce que on peut faire un parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui dans ces pays qui sont pour certains d'anciennes colonies françaises, en tout cas des pays d'Afrique francophone, et ce qu'on a appelé un petit peu le printemps arabe en 2011. Bon, ça commence fort comme question. D'abord, merci infiniment d'être toujours partie prenante de ces interviews et de les préparer autour de sujets d'actualité, de situations particulièrement complexes. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre le printemps arabe au niveau des différents pays qui ont été touchés, d'abord la Tunisie, ensuite l'Égypte, mais également la Libye, et ensuite la Syrie et le Bahreïn même qui a été touché par ces affaires-là. Et puis ce qui se passe au niveau de l'Afrique, la seule chose que je ferais, ou le seul élément dont je retiendrai un parallèle, c'est la conscience populaire. C'est la conscience populaire et c'est le fait qu'au niveau des populations, réellement, et quels que soient les moyens qui ont été utilisés, on trouve dans les populations, comme on l'a vu dans le monde arabe, après la façon dont les choses se sont déroulées dans le monde arabe, c'est tout à fait problématique. Et la façon dont les choses se passent en Afrique aujourd'hui est également problématique et il faut faire attention à ne pas généraliser. Il faut faire attention à ne pas généraliser. Et moi, ce qui m'intéresse, puisque vous avez fait le parallèle entre ce que l'on a pu, ou les analyses qui se sont faites au niveau du printemps arabe, et moi j'avais été extrêmement critiqué à l'époque au niveau du printemps arabe en disant, écoutez, il faut que vous soyez extrêmement prudent sur vos analyses. Ce ne sont pas des mouvements qui sont uniquement des mouvements populaires qui sont venus de la révolte. Bien sûr que ceci existe. Bien sûr qu'en Tunisie, il y a eu cette vraie résistance économique. Bien sûr qu'en Égypte, c'était le cas. Donc le mécontentement populaire était là. Maintenant, la façon dont les choses ont été utilisées, les instruments qui ont été utilisés également, les réalités, les acteurs, et sur le plan de la formation, et sur le plan financier, c'était des acteurs qui avaient d'autres intérêts que les intérêts des peuples. Et on s'aperçoit aussi que en Afrique, pourquoi il ne faut pas généraliser? Parce que la situation qui a eu cours au Mali, et puis ensuite au Burkina Faso, et puis ensuite au Niger, elle n'est pas du tout la même que celle du Gabon. Elle n'est pas du tout la même que celle qui a cours aujourd'hui au Sénégal, ni en Côte d'Ivoire. Et c'est ceci qui est particulièrement important. Ce à quoi il faut qu'on fasse attention, c'est à bien comprendre les réalités, à savoir les distinguer et ne pas considérer qu'un changement de régime dans un pays veut dire exactement la même chose qu'un changement de régime dans un autre. Pour deux raisons. D'une part, parce que les dynamiques nationales sont différentes, et c'est vrai au Sénégal, comme ça l'est en Côte d'Ivoire, comme ça l'est au Mali, au Burkina Faso, et c'est encore plus vrai avec ce qui vient de se passer au Gabon et au Niger dans le parallèle des deux autres pays, parce qu'il y a effectivement aujourd'hui une alliance politique et de résistance entre les trois pays qui viennent la formaliser autour de ce nouveau pôle qu'ils ont voulu créer, Mali, Burkina Faso et Niger. Donc ça, c'est nouveau et c'est extrêmement intéressant. Maintenant, en partant de ce que vous avez dit, moi j'aimerais simplement qu'on se mette d'accord sur une position de principe. Parce qu'il faut faire attention quand on entre dans des analyses complexes de ne pas perdre les principes sur lesquels on fonde nos analyses. Et ces principes, ils doivent être extrêmement clairs. Et moi, j'en veux parfois à certaines réactions nationalistes que l'on a chez un certain nombre, là, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, de certains Sénégalais ou de certains Maliens ou de certains, c'était le cas aussi avec la Syrie, qui, à un moment donné, sont tellement engagés
dans une certaine lecture de la réalité nationale qu'il disqualifie tous les autres. Et puis moi, ça m'arrive aujourd'hui de recevoir des messages en disant occupe-toi de ton pays, occupe-toi pas du mien. Alors, c'est les premiers à me soutenir quand je m'occupe de la Palestine, alors que la Palestine, c'est pas mon pays, mais je devrais pas m'occuper du leur parce que je diffère dans l'analyse. Donc, ils ne sont d'accord et ils ne veulent entendre que les voix avec lesquelles elles sont d'accord ou ils sont d'accord, ces personnes. Ça va pas nous aider en Afrique. Ces réactions émotionnelles et nationalistes sont vraiment très, très malvenues. Mais moi, ce que j'aimerais dire dans notre analyse de l'Afrique, c'est qu'il faut qu'on en vienne avec des positions de principe fondatrices. D'abord, de dire et de dire clairement que le colonialisme politique est terminé, que ceci, nous voulons effectivement qu'on aille jusqu'au bout du processus. Et nous n'y sommes pas encore jusqu'au bout de ce processus. Quel est-il ce processus? C'est le fait qu'on ait reconnu qu'aucun pays n'a le droit, ni la France, ni la Grande-Bretagne, ni la Chine, ni la Russie, ni n'importe quel autre pays n'a le droit de vouloir piloter, contrôler un pays contre l'avis de sa population, et que le colonialisme politique est terminé. Ça veut dire que les conséquences de l'impérialisme économique ou de l'imposition culturelle, ça doit être terminé de la même façon. Et là, il faut que ce soit une position de principe. C'est-à-dire que quand on vient aujourd'hui nous dire la France-Afrique c'est fini, mais que la France est partout en Afrique subsaharienne à vouloir continuer à contrôler, il y a un problème d'équation. C'est-à-dire que là, il y a vraiment, on nous dit, ben, on a reconnu les indépendances, mais en fait, on veut contrôler les ressources et on veut contrôler les implications militaires. Et on essaye de nous faire croire aujourd'hui que si on a été au Mali ou que si on est resté au Niger, c'est pour lutter contre le terrorisme, sans nous dire effectivement qu'il y a des minerais, le lapsus est intéressant, il y a des minerais d'uranium, du pétrole, du colbait, de l'or, etc. Et que ce ne serait pas pour ça qu'on y est. Donc déjà, c'est une première position de principe, le refus de tous les colonialismes, de toutes les implications de ce colonialisme politique qui serait le reste aujourd'hui d'un impérialisme économique et du contrôle des ressources des pays africains. Deuxième des principes sur lesquels il n'y a absolument pas à transiger ou à accepter ou qui soit négociable, c'est que la volonté des peuples doit être respectée. La volonté des peuples, c'est-à-dire c'est pas démocratie en deçà des Pyrénées et contrôle des populations au-delà de la Méditerranée. Non, ça n'est pas possible. Qu'à partir d'un certain moment, les peuples doivent être consultés et qu'il doit y avoir des véritables processus démocratiques qui ne sont pas aujourd'hui la règle. Et non seulement ils ne sont pas la règle, mais les États occidentaux qui sont en Afrique, ça ne les gêne pas que ça soit pas la règle. Ils veulent la démocratie chez eux quand ça leur sied, mais ils ne sont pas contre le contrôle des populations. Et que du point de vue de nos principes, il faut que les principes populaires et que les volontés populaires soient respectées. Ça, c'est un principe qui n'est pas négociable. C'est-à-dire que si aujourd'hui on nous dit ah ben il faut respecter le choix des peuples au Niger, par exemple, et qu'on veuille que l'ancien président revienne, il faudrait qu'on nous dise, dans le choix populaire, quelle transparence démocratique tout cela a eu. Comment est-ce que c'est possible qu'on puisse aujourd'hui nous dire, ou alors dans ce qu'on nous a dit pendant des années, des décennies, près de 50 ans au Gabon, d'un homme qui a été élu, puis ensuite son fils, et qui préparait le petit-fils du grand-père pour qu'il devienne le président, et qu'on nous dise, ça c'est la volonté populaire. Et tout à coup, quand au Gabon, la France organise la transition, parce que c'est pas du tout une révolte populaire au Gabon, c'est juste une passation de pouvoir qui reste totalement liée avec les mains avec la France, et bien tout à coup là, eh bien la démocratie serait à géométrie variable. Ce deuxième principe de la volonté populaire, il n'est pas négociable. Et le troisième principe, je dirais, c'est que il faut que les populations africaines et que les élites africaines et parce que moi j'entends un tout petit peu de résonance de voix de résistance que moi j'apprécie beaucoup. Je suis de ceux qui soutiennent les résistants africains et qui sont pour leur indépendance. Mais je ne suis pas pour la naïveté de penser que quand on sort, et on en avait déjà parlé dans une interview dans un mensuel, ça n'est pas parce qu'on va quitter
la mainmise française, qu'il faut se jeter à corps et à âme perdus dans la mainmise chinoise ou dans la mainmise russe ou dans la mainmise américaine. C'est-à-dire que l'idée que l'un vaut mieux que l'autre et que tout à coup les Russes aimeraient les Africains ou que les Russes ou que la Chine aimerait les Africains, non. Et les Russes, et les Chinois, et les Américains, et les Français, ça n'est pas ce qui est au-dessus de la terre qu'ils aiment en Afrique, c'est les ressources et les minerais qui en sont en dessous. Les Africains, ce ne sont que des moyens pour accéder à des minerais. Donc ils ont des intérêts économiques. Ces trois principes, il faut de ce point de vue-là qu'on les ait dans notre esprit quand on va faire toutes les analyses complexes qu'il faut avoir par rapport à ça. Donc vous voyez, je suis allé très très loin, mais tout ça m'amène à faire un lien entre les printemps arabes et ça, parce que dans les printemps arabes, c'est exactement ça. Pas de colonialisme, pas d'impérialisme économique, respect de la volonté populaire et aucune idéalisation d'aucune des forces ou des grandes puissances aujourd'hui qui mènent ce monde. Parce qu'elles ne se disputent pas pour la liberté des peuples, elles se disputent pour le contrôle des ressources au-delà, avec et sans les peuples. Justement, vous avez évoqué la situation au Gabon et je trouve ça intéressant là dans la période où on est parce que on a eu donc ce coup d'État au Niger le 26 juillet, il y a eu celui du Gabon, j'ai oublié la date, euh, et deux réactions complètement différentes, non seulement de la France mais de la communauté internationale en général. On a du côté du Niger où il y a eu tout un foin de communiqués de partout. Il faut absolument libérer le président, il faut absolument restaurer l'ordre constitutionnel, l'ordre démocratique, blablabla. Et au Gabon, plus rien. En fait, le Gabon, il y a eu un espèce de silence qui est voulu. Comment est-ce qu'on peut analyser justement cette espèce de deux poids deux mesures, ces réactions qui sont complètement différente de la part de la communauté internationale dans ce qui se passe au Niger, en sachant que bah, le président, ok, il est élu, mais en fait, si on veut dire ça, bah, au Gabon aussi, on peut dire il a été élu, peu importe. Euh, et il y a une espèce de complaisance sur ce qui se passe au Gabon, une volonté de garder le silence sur les faits, très peu de communiqués de la part de la diplomatie européenne, de la diplomatie française, il y en a eu un seul, je crois, au tout début, et ensuite plus rien. Bon, il y a quand même en France ces histoires de biens mal acquis, ces enquêtes, tout ça. Moi, je vis ici à Nice. J'ai fait récemment un reportage sur les biens de la famille Bongo ici. Je me suis déplacée dans des quartiers où j'ai pas l'habitude d'aller pour aller photographier des villas de fous qu'on voit que dans les films. Et en fait, se pose la question et c'est la question que je me suis posée dans mon reportage et à laquelle j'arrive pas à répondre. Alors, je voulais avoir votre analyse là-dessus. Comment est-ce qu'on est une complaisance avec un certain régime et une agressivité, une confrontation avec un autre? Parce que c'est justement, c'est pour ça que c'est intéressant. Votre question de ce point de vue, elle est intéressante parce que justement, il ne faut pas. Il y en a qui se sont précipités et qui se sont dit, moi j'ai tout de suite mis en évidence, je dis attention, on ne sait pas ce qui est en train de se passer au Gabon, il faut voir dans quel sens les choses vont. Pourquoi? Parce que certains ont tout de suite se sont dit, ah ben après le Niger, c'est le quatrième pays. Non, pas du tout. Ce qui s'est passé au Gabon, c'est que la relation entre Omar Bongo et le gouvernement français, ça fait des décennies qu'elle est au beau fixe, c'est-à-dire que tout le monde sait en France que c'est un dictateur, un tortionnaire et un corrompu, qui a des millions à l'extérieur. Donc, on le savait, comme on a su aussi que Bokassa faisait exactement la même chose, ça n'a jamais gêné la France. Le problème qui s'est passé au Congo, c'est que au Gabon, pardon, c'est qu'il il a laissé sa place à son fils, Ali Bongo, qui est tout autant dictateur, tout autant corrompu. Et ce qui s'est passé, c'est que lors des dernières élections, donc pas les avant-dernières élections, il y a eu des massacres pour pouvoir rester au pouvoir. Et tout à coup, là, de nouveau, on se retrouvait dans une situation où lui, il a eu un AVC, il est diminué, mais il voulait rester au pouvoir. Et ils se sont effectivement rendus compte que dans cette situation, préserver cet homme-là, dans toute sa corruption, dans toutes ces difficultés. D'ailleurs, un peu comme on laisse un certain nombre, comme on a laissé par exemple en Algérie, Bouteflika dans un état totalement, même pas dans un état second, il n'y avait pas d'état du tout, c'est-à-dire un état, et encore une fois,
paix à l'âme de ceux qui sont partis, mais pendant toutes les dernières années, il a été entouré par de grands corrompus et dans un état lui-même végétatif. Donc on les laisse. Lui, ce qui était en train de se passer, c'est que s'il restait au pouvoir, on allait de nouveau aller vers un potentiel bain de sang. Et là, ça peut poser un problème. Pourquoi? Parce que avant, il y a 5 ans, ou lors des précédentes élections, la situation en Afrique était un peu plus sous contrôle qu'elle l'était justement à cause de la déstabilisation des 3 autres pays. Donc en fait, il valait mieux prévenir un désordre national au Gabon finalement en imprimant et en décidant de la transition. Ce qui s'est passé au Gabon ne s'est pas passé contre l'avis de la France, mais avec l'avis de la France et avec le conseil de la France. C'est-à-dire il fallait sortir la famille. Et puis celui qui est venu, c'est un homme qui n'est pas du tout un homme dont on ne peut... Je veux dire, il a aussi des maisons à l'étranger, il a aussi de l'argent et des millions à l'étranger. C'est quelqu'un de la garde rapprochée et c'est quelqu'un de la famille des Bongo. Donc c'est plus Bongo, mais c'est la famille, la grande famille, avec quelqu'un qui reste totalement lié aux intérêts de la France. Et de ce point de vue-là, il n'y a absolument pas eu de révolution de palais. Il y a juste une transition pour écarter quelqu'un qui devenait gênant dans l'ordre que l'on voulait préserver. C'est-à-dire, on a gardé l'ordre, changé la tête, c'est tout. C'est pas du tout la même chose que le Mali, que le Burkina Faso et le Niger. Là, c'est véritablement des militaires qui posent 3 questions et qui le font contre l'avis de la France. Encore une fois, de façon encore flexible et pas toujours la même chose. La radicalité de ce qui s'est passé au Mali comme premier pays et la décision ferme du Burkina Faso au Niger, c'était une situation instable parce qu'on ne savait pas ce que la CEDEAO allait faire, on ne savait pas ce que les autres pays et qui ils pouvaient mobiliser. Il s'est trouvé que très vite, à l'exception du Sénégal au premier rang et surtout le premier rang, la Côte d'Ivoire, ça allait être difficile de mobiliser, en particulier aussi avec le Nigeria qui était très très prudent, de mobiliser les pays africains contre le Niger ou contre l'armée au Niger. Mais il pose 3 questions. La première question, c'est effectivement le rôle de la France. Le rôle de la France dans la gestion des affaires économiques des pays et des multinationales, l'extraction des ressources, l'usage des ressources. C'est une vraie question, parce que quand on entend aujourd'hui la France, à l'époque, Valls, dans une émission, a dû expliquer, poussé par un comique, parce qu'il ne l'est pas par les journalistes, parce qu'il ne l'est pas par les autres politiques, il a dû admettre qu'il y avait des intérêts économiques au Mali et qui étaient liés à l'uranium et au pétrole. C'était Ferrari qui l'avait interpellé en disant « Vous faites la guerre en notre nom, mais en fait, pourquoi ?» Et il avait dû le reconnaître. La question que posent les militaires qui regardent un tout petit peu ce qui se passe avec les civils au pouvoir, c'est on a toutes ces ressources et la politique générale ne ramène pas, ne renvoie pas la richesse minimale. Je veux dire, véritablement, quand on entend le jeune dirigeant du Burkina Faso qui dit attendez, je veux dire, on est quand même un pays où les autres pays africains ont des ressources et rien ne nous revient. Et c'est une vraie question. Si effectivement la France, comme d'ailleurs la Chine, comme d'ailleurs les États-Unis, comme d'ailleurs la Russie, voulait le bien des pays, avec les ressources que ces pays ont, ils ne devraient pas être dans cette misère-là. En fait, on peut aujourd'hui faire simplement le bilan d'un siècle de présence étrangère. Simplement, si on prend l'histoire récente, on dit, mais qu'est-ce qu'ont gagné les pays africains? C'est-à-dire, ils ne gagnent rien, les ressources sont utilisées par l'Occident, et quand les peuples viennent en Europe pour fuir la misère de leur pays, on les traite comme des criminels. C'est-à-dire, on les vole quant à leurs ressources comme des enfants et on les criminalise quand ils cherchent à fuir la misère dans laquelle on les a mis. Ça, c'est une vraie question. Deuxième des questions où ils ont raison, et ça s'est posé déjà au Mali, c'est la question du terrorisme.
où tout à coup on nous dit, moi je l'ai dit tout de suite, j'ai dit, c'est quand même très très étonnant que ces terroristes, ils savent à peu près toujours où il faut se situer pour avoir accès à des intérêts qui sont liés aux intérêts occidentaux. Donc quand ils vont au Yémen, quand ils vont, je veux dire, qu'est-ce que vont faire les terroristes en plein milieu du désert malien, nigérien? Pourquoi là-bas? Eh bien, se composaient les Maliens et les militaires au premier rang en disant mais en fait, cette lutte contre le terrorisme, elle est en train de justifier votre présence militaire dans la région, on n'en veut plus. Et là, c'est ce qu'on entend encore, c'est-à-dire qu'on est en train de dire ben, les Nigériens vont devoir assumer maintenant le rapport au terrorisme. Et moi, je me souviens d'une discussion que j'avais eue en son temps il y a une dizaine d'années avec le président alors du Mali qui disait mais il comprenait rien à la stratégie de lutte contre le terrorisme en Afrique. Et il disait, il m'a dit une chose que je n'oublierai jamais, il me dit tout se passe comme si on voulait qu'elle perdure, cette présence terroriste. Parce que d'un autre côté, malheureusement, le fait que la présence terroriste perdure, ça justifie la présence des militaires français ou étrangers dans le pays. Et il a fallu un chanteur, Morikante, malien, pour interpeller la France et dire non mais attendez, mais qu'est-ce que vous faites dans notre pays? On dirait que vous alimentez les ennemis qui vous obligent à rester. Ben, c'était une belle considération, une belle question. Et puis la troisième des choses que posent les militaires, c'est une vraie question aujourd'hui. Nous ne nous en sortirons pas tout seuls. Donc ils font un front de pays qui veulent aujourd'hui, eh bien, exploiter leurs minerais, pouvoir donner à leur peuple leurs richesses et pouvoir demander aux Français de ne pas penser qu'ils sont les seuls à pouvoir avoir la main mise sur leurs richesses. Ça, c'est une question qui est importante. Le problème que je peux avoir avec certains des leaders qui apparaissent au Mali, au Niger ou au Burkina Faso, c'est peut-être pour certains de trop idéaliser et de trop attendre d'autres forces qui seraient, elles, considérées comme strictement positives. Mais là, je ne veux pas trop m'avancer parce que je pense que le discours qu'ils tiennent en public ne veut pas forcément dire ou traduire la prudence qu'ils doivent et qu'ils savent devoir avoir dans la gestion de leurs affaires, que ce soit par rapport à la Chine, que ce soit par rapport à la Russie ou que ce soit par rapport aux États-Unis. Discours anti-français ou discours anti-politique française en Afrique? Ça, c'est une très très bonne nuance. C'est pas du tout un discours anti-français. C'est un discours contre la politique française. Et ça, faut le dire. C'est-à-dire que ce ne sont absolument pas parce que là aussi, on a envie de traduire l'idée que ce serait essentiellement contre la France ou du rejet de la France. Non, c'est même pas contre la France et c'est même pas contre le peuple français, c'est contre une politique française dans la région. Parce qu'il y a une chose qu'on ne peut pas manquer de reconnaître, c'est que on a eu aux États-Unis un artiste du verbe et un grand menteur quant à la politique. L'artiste du verbe était Obama. On pouvait l'écouter des heures, c'était beau. Il parle bien, il présente bien et il dit des belles choses. Mais quand on regardait sa politique, je veux dire, les personnes qui étaient tuées par les drones au Yémen, ça a été multiplié par 4. Guantanamo n'a jamais été fermé. Et puis, les politiques nationales ont toujours été des politiques de production d'armes et de soutien aux pires dictateurs, commençant par les États du Golfe et la relation tout à fait singulière qu'ils ont avec l'Arabie saoudite d'un côté et Israël de l'autre. Mais il avait un très très beau discours. Vous avez quelqu'un qui est bien plus jeune que lui, mais qui a la même méthode, c'est-à-dire le verbe haut, c'est-à-dire il parle beaucoup, il parle assez bien, et il présente à ses interlocuteurs de belles phrases, avec de bonnes consonances et parfois très lyriques, mais la politique qui est menée sur le terrain, elle n'est pas à la hauteur, elle n'a pas la beauté du lyrisme du propos. Le président actuel, le jeune président Macron,
continue à tenir des propos. Il est allé, il a discuté avec des jeunes au Burkina Faso. C'est un chantre du discours, du dialogue et tout ceci. Mais quand on voit la politique qui est appliquée, je veux dire que ce soit sur la gestion des ressources minières, sur la question du contrôle économique, sur la question de la vente des armes. Je veux dire, regardez la progression exponentielle de la vente des armes françaises à travers le monde. Donc on est passé deuxième pays à vendre des armes, c'est vrai. Alors on nous dit on va couper les liens avec l'Arabie Saoudite, mais on continue de leur vendre des armes qui sont en train de tuer des innocents yéménites. On continue à faire un contrôle et à avoir des exactions dont on ne sait pas exactement ce qui se passe. Je veux dire, il y a des comportements d'un certain nombre de militaires au Mali, de certain nombre de militaires au Burkina Faso qui ont été critiqués. C'était déjà le cas en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Et rien ne se passe. C'est-à-dire qu'on est en train derrière les beaux mots, la Franc-Afrique c'est fini, et puis regardons ce qui s'est passé au Niger, c'est-à-dire de nous faire croire qu'on soutient le Niger parce qu'on soutient un processus démocratique qui a apporté ce président-là. Et puis, on nous dit que l'ambassadeur est pris en otage. Parce qu'en fait, pendant toute cette période-là, on a espéré effectivement que se mobiliseraient de l'intérieur et de l'extérieur des forces qui feraient tomber les militaires qui ont pris le pouvoir. Puis on s'aperçoit maintenant que ce ne sera pas pour tout de suite. Ça ne veut pas dire que c'est terminé, hein, l'histoire au Niger, elle n'est pas finie encore. Mais encore une fois, c'est vrai, c'est cette politique française qui est critiquée. Et qu'il faudrait, et c'est pour ça que c'est intéressant ce que vous dites, il faudrait que des Français, des citoyens français, arrêtent aussi de rester aveugles par rapport à ça. Parce que moi, je suis très, très, très surpris de ces Français qui sont d'origine africaine et qui, pour montrer qu'ils sont vraiment français, n'ont plus du tout de mémoire africaine. C'est-à-dire, ils disent plus rien. C'est-à-dire, ils disent plus rien en Afrique du Nord, plus rien sur l'Algérie. Ils deviennent des nationalistes qui défendent leur pays, mais ils sont plus du tout des défenseurs de la justice. Ils n'osent plus rien dire. Or, s'il y a un rôle à jouer par rapport à la France aujourd'hui, c'est que ces populations, ces jeunes et moins jeunes qui sont maintenant devenus français ou qui vivent en France, fassent entendre en France une autre voix que celle qui nous est proposée maintenant, en disant mais non, mais les Africains ne sont pas contre la France. Ils sont contre la politique française en Afrique. Et la politique française en Afrique, comme la politique américaine en Afrique, comme la politique chinoise en Afrique, comme la politique russe en Afrique, pour ce qu'ils cherchent d'exploitation des ressources des peuples africains, eh ben, elles ne sont pas défendables en fait. Elles ne sont pas défendables. Et de ce point de vue, jouer la carte de la diversité des partenaires, parce que le but, c'est pas, comme je l'ai dit, de lâcher la France pour aller vers la Russie, mais d'être capable d'avoir des relations avec tous, sans en privilégier aucun, en étant vigilant quant aux politiques de chacune de ces grandes puissances, mais en contrebalançant les forces, mais de se jeter dans la gueule d'un loup en pensant que ce loup est plus agneau que le loup du voisin, c'est être deux fois agneau en fait, c'est être deux fois stupide. Emmanuel Macron, dimanche soir, dans son interview à TF1, il a largement abordé cette question de l'Afrique et il a dit aux journalistes, la France, bon, c'était le moment où il a annoncé d'ailleurs le retrait des soldats, il y a 1500 soldats français qui étaient affectés à l'opération Barkhane, qui ont été ensuite rapatriés vers le Niger. Sous la forme de ce qu'on a appelé maintenant la force Takuba. Dans les prochaines semaines, ces soldats français, ils vont rentrer, mais ils vont rentrer en France ou pas, parce que Emmanuel Macron, il dit on reste toujours partenaire d'un certain nombre de pays qui solliciteraient l'aide de la France dans le cadre de cette aide à la lutte contre le terrorisme. Où est-ce qu'il pourrait encore rebondir? Parce qu'en fait, il reste aucun pays qui veut encore de cette aide de la France et de cette mainmise en matière de lutte contre le terrorisme. Ah non, il y a encore beaucoup de pays. Là, on n'en est que 3, il y en a encore d'autres. Que ce soit la Côte d'Ivoire, ou que ce soit le Sénégal, ou que ce soit le Gabon, ou que ce soit même le Bénin.
vous avez encore beaucoup de pays, ou le Togo, qui sont tout à fait liés à la France dans la CDEA. Donc là vous avez trois pays très importants qui tout à coup manifestent une résistance et non contents de faire une résistance nationale, un pays, se lient en comprenant que c'est en étant ensemble qu'ils pourront, de ce point de vue-là, rendre la situation plus difficile et aux Français et aux États africains, ou aux gouvernements africains plutôt, qui voudraient jouer la carte française. Vous avez vu que Alassane Ouattara, immédiatement, a demandé à ce qu'on intervienne. Lui, il aurait voulu que rien ne se passât, pardon, au Niger, ou que l'on renverse la situation. Donc il faut se rendre compte de ce point de vue-là que non, la France est encore extrêmement puissante. Et si vous étudiez maintenant, encore une fois, moi je vois des gens qui réagissent et qui pensent en fait l'équation sénégalaise uniquement entre Macky Sall et puis Sonko. Sonko qui a fait une grève de la faim, qui a cessé aujourd'hui et qui est un jeune qui apparaît comme une force potentielle d'opposition et qui est vraiment une force d'opposition aujourd'hui, et puis Macky Sall. Et puis ce serait que ceci. Alors, dès que vous faites la critique de Macky Sall aujourd'hui, vous avez des jeunes et des moins jeunes et des intellectuels qui vont sortir ah ben ça veut dire que vous êtes pour Sonko. Et si vous vous positionnez pas forcément pour Sonko, ça voudrait dire que vous êtes pour Macky Sall. Mais il y a des positions de principe à avoir aujourd'hui. Et ces propositions de principe, ce sont celles que j'ai mises en évidence dans un premier temps, et qu'il ne faut pas, de ce point de vue-là, être naïf aussi par rapport à cette posture de Macky Sall. Je veux dire, encore une fois, si on voit aujourd'hui qu'il voulait, dans un premier temps, briguer un nouveau mandat au-delà, et en ne respectant pas la lettre de la Constitution, vouloir la changer, il fait marche arrière. Mais on ne sait pas encore ce qui va se passer, parce que dans le désordre possible des rues sénégalaises et de la politique sénégalaise, il pourrait y revenir. Et puis il y a un certain nombre de forces aujourd'hui à l'intérieur du Sénégal qui manifestent leur mécontentement par rapport à le fait que le président veuille rester, que la situation au Sénégal, du point de vue économique, elle est extrêmement difficile et qu'elle n'est pas stabilisée. On est dans un désordre continué aujourd'hui, dans des troubles continus. Et puis il y a eu des morts, et puis il y a eu une armée qui a tiré sur la population. Et là, quand vous faites cette critique-là, moi je vois, c'est un certain nombre d'intellectuels sénégalais, on dirait qu'ils sont à Paris. Quand on dit quelque chose, ils disent ah oui, mais vous êtes le petit-fils d'eux, et puis vous êtes un islamiste. Je dis non, mais vous déraillez là. Je veux dire, vous êtes en train d'importer les critiques françaises parce que vous êtes incapable d'avoir un vrai débat entre Africains à l'intérieur de votre pays. C'est foncièrement dangereux, ce type d'attitude-là. Et donc, plutôt que de regarder au Sénégal la polarisation entre deux candidats, essayons de voir dans quelle mesure aujourd'hui, et au Sénégal comme en Côte d'Ivoire, la politique française reste extrêmement influente, en espérant qu'en gardant encore ses pôles, parce qu'il faut pas pour la France que le Sénégal traverse des troubles et voit un grand changement de régime. Parce qu'alors là, ce serait extrêmement difficile pour la France. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont des éléments pions, sont des pions, je veux dire, clés dans la stratégie politique. Et donc, il faut se rendre compte que ce qui est en train de se passer dans ces trois pays, un, n'est pas définitif, deux, c'est pas forcément très solide encore, c'est très très embryonnaire, et puis on a vu quand il y a des pays qui ont essayé d'émerger, on avait vu ce qui s'était passé avec Lumumba, on a vu ce qui s'est passé avec Sankara, on a vu et que peut-être ce qui est nouveau maintenant dans cette dynamique en Afrique, c'est pas forcément des leaders, c'est plutôt des mouvements avec des groupes de personnes qui travaillent ensemble. Notez que même à l'époque, au Burkina Faso, c'était Compaoré et Sankara, et que les services de renseignement français ont tellement bien travaillé avec l'intermédiaire de Houphouët-Boigny qu'ils ont réussi à séparer les deux frères de lait pour que l'un tuât l'autre. Donc ils sont puissants.
J'ai plus de questions sur, sur la question africaine. J'allais faire une transition. On a abordé, je pense, tous les points de ce qui s'est passé. Et l'heure, elle tourne, donc je voudrais qu'on passe au sujet suivant. On fera peut-être les questions après, non? C'est mieux comme ça. Mhm. Pour, Oui, on prend les questions ensemble à la fin, je pense, ouais. Bon, le deuxième sujet, donc c'était bah, les sujets d'actualité qui secouent la France depuis, qui sont dans l'actualité depuis tellement d'années que finalement ça nous secoue même plus. Il y a eu, je le rappelle pour ceux qui, par je ne sais quel miracle, n'auraient pas suivi les faits, une interdiction qui a été posée du port de l'abaya et du qamis en milieu scolaire par le ministre de l'Éducation nationale. L'annonce, elle a été faite, il me semble, le 27 août dernier pour une circulaire qui est entrée en vigueur et qui a été mise au journal officiel le 31 août, rentrée scolaire le 4 septembre. Il y a des dizaines de jeunes filles qui ont été exclues de leurs établissements le premier jour, mais pas exclues de manière formelle, c'est-à-dire exclues comme ça, comme dans le cadre d'opérations sous-marines. En fait, elles ont été exclues et puis en fait, elles ne peuvent pas contester ces exclusions parce que d'un point de vue administratif, elles ne sont pas exclues. Et sur la base de décisions un petit peu arbitraires, c'est-à-dire qu'on a laissé au chef d'établissement l'interprétation des tenues qu'elle portait. Alors, on a des exclusions qui ne portent pas du tout sur des RBA. D'ailleurs, des signalements que moi j'ai pu recenser de mon côté, moins de 10 personnes sur un signalement d'RBA. Par contre, des dizaines d'autres, c'était des chemises longues, des robes longues, des kimonos, des gilets même longs. Et on a interdit d'accès ces jeunes filles et on leur a demandé d'aller se changer pour pouvoir revenir en classe. Parallèlement à ça, on a les Jeux Olympiques de Paris dans quelques mois, en juin ou en juillet prochain. La ministre des Sports a annoncé que les athlètes françaises, elles ne pourront pas porter de hijab en compétition et elle se base sur ça. En fait, elle fonde sa décision sur le fait que le Conseil d'État, en juin dernier, a validé le règlement intérieur de la Fédération française de football qui impose un pseudo-principe de neutralité aux joueuses des équipes nationales. L'ONU a réagi pour les deux thématiques. Antonio Guterres a expliqué a déploré, en tout cas, il a mis un tacle à la France sans la citer en disant voilà, il y a des pays où malheureusement on sanctionne les femmes parce qu'elles sont trop habillées, d'autres parce qu'elles ne sont pas assez habillées. Et puis il y a la porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU pour l'égalité et la lutte contre les discriminations, qui a elle aussi expliqué que il y a personne qui doit dire à une femme, peu importe sa confession, la manière dont elle doit se vêtir ou pas. Je fais un petit rappel un peu long parce que j'ai tout en tête sur la procédure. Parallèlement à ces deux choses-là, et je veux vraiment focaliser sur l'ONU parce que j'ai envie de vous dire presque il ne reste que ça. Mais il y a eu une plainte d'une jeune fille à Lyon qui a été exclue de son établissement le jour de la rentrée. Elle a été sortie de sa classe devant tout le monde parce qu'elle portait un kimono, une jeune fille de 15 ans, scolarisée en classe de seconde. Qui a déposé plainte dans un premier temps devant le parquet de Lyon, mais qui a aussi saisi l'ONU la semaine dernière pour essayer d'obtenir un rappel à l'ordre de la France en matière de discrimination, non seulement en raison de son genre, mais aussi en raison de son appartenance religieuse. Sur tous ces faits, ma question va être hyper vaste parce que je ne sais même pas comment la formuler, mais qu'est-ce qu'on peut attendre des instances internationales dans la mesure où les juridictions françaises, il n'y a plus rien à faire en fait. On a l'impression que, et c'est vraiment le sentiment des jeunes filles qui aujourd'hui, enfin celles avec lesquelles j'ai échangé, qui nous disent en fait la France, on n'obtiendra jamais justice dans notre pays. Écoutez, merci d'abord de ce résumé complet de la situation, effectivement, qui remonte à cette affaire récente de la abaya et puis la question du foulard, la question du port du foulard pour les joueuses de football et puis maintenant tout ce qui se passe avec les Jeux olympiques. Maintenant, il faut vraiment qu'en France,
on comprenne deux choses. Et les jeunes filles, mais pas seulement les jeunes filles, en fait, les citoyens français, il faut qu'on comprenne une chose. Quand on est en France, on a l'impression que ce discours sur... on a deux possibilités. C'est-à-dire que le discours français sur la laïcité, cette façon de traduire les choses, c'est de se dire, bon, la France est un pays raciste, et qui n'aiment pas l'islam. Et puis finalement, il n'y a pas d'espace possible à son expression. En tant que musulmane, en tant que musulman d'un point de vue général, toutes les visibilités sont critiquées par l'extrême droite, mais plus seulement, c'est-à-dire tout ce qui gêne et la droite et la gauche. Et puis vous avez quelques mouvements à gauche de la gauche qui sont plus compréhensifs, mais pas forcément plus ouverts sur toutes ces questions-là. Il faut bien qu'on se rende compte que la situation elle est plus complexe que ceci, et il y en a qui font des calculs politiques, qui vont soutenir jusqu'à un certain point en espérant obtenir des voix, mais ils n'iront pas beaucoup plus loin. Cette attitude que l'on connaît en France, quand on regarde la situation en Europe ou quand on regarde dans la situation mondiale par rapport à la question religieuse, c'est-à-dire que moi, ça fait pratiquement 30 ans, quand je suis rentré dans le débat en France, j'ai dit une chose que vous avez entendu redire par la porte-parole des Nations Unies et que vous entendez aussi aux États-Unis, que vous entendez en Europe, il ne peut être question d'imposer à une femme de porter quelque chose ou de ne pas le mettre. Et moi, c'est ce que je disais. Je disais, c'est contre l'islam de lui imposer de le porter, raison pour laquelle je suis contre les politiques d'État saoudiennes ou iraniennes de l'imposer à tous. Et puis, il est contre les droits de l'homme d'imposer de l'enlever. Donc, avec cette position de principe, quand vous vous promenez dans le monde occidental, ailleurs en Europe, pendant des années, tout ceci était compris. On ne comprenait pas la position française, et aux États-Unis et dans la plupart des pays européens. Et ce qui se passe, c'est que vous avez une montée de l'extrême droite au-delà de la France, dans des pays qu'on n'attendait pas. C'est-à-dire, c'est vrai en Suède, c'est vrai au Danemark, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Suisse, c'est le premier parti en Suisse, c'est vrai en Espagne, c'est vrai en Allemagne maintenant. Vous avez une montée de ces mouvements, de ces courants-là, et eux se nourrissent beaucoup de cette rhétorique française, de la visibilité, de la non-intégration, etc. Puis en Italie, puisqu'elle est à l'heure actuelle, on est en train de nous dire qu'il y a un rapprochement entre l'Italie et la France, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, et sur le plan économique, sur le plan de la migration, comme sur le plan du rapport à la question de la perception de l'étranger. Donc aujourd'hui, on a deux phénomènes, c'est-à-dire qu'il reste encore une majorité de l'opinion publique européenne et occidentale qui ne suit pas la France. Mais vous avez de plus en plus l'idéologie d'extrême droite qui est en train de s'installer et de prendre une place de plus en plus prépondérante. J'ai oublié aussi dans tout ceci de parler bien sûr de l'Espagne et des Pays-Bas. Donc on a ce mouvement-là. Maintenant, on a un certain nombre d'institutions internationales. On parle de l'ONU, on parle aussi de ceux qui, par exemple, dans le comité international des sports, qui concernent le football, qui concernent l'athlétisme, des personnes qui ne suivent pas la France de ce point de vue-là et qui disent exactement le contraire. Ils disent non mais attendez, si une femme qui porte le foulard veut faire du sport, c'est un acte d'émancipation que vous devez reconnaître. C'est pas le contraire c'est le contraire de ce que vous dites en fait. C'est pas un signe de soumission. Et puis cette idée de neutralité dans le sport, vous avez vu que même par rapport à la question dans la dernière Coupe du Monde, il y avait une joueuse marocaine qui portait le foulard. Elle a joué contre la France, ça n'a pas posé de problème. Il n'y a pas eu, elle n'aurait pas pu être dans l'équipe française de ce point de vue parce que la France ne l'aurait pas accepté. Donc une fois qu'on a ceci et qu'on comprend aujourd'hui les enjeux, il y a deux travaux à faire, deux approches à avoir.
à l'intérieur de la société française, il faut continuer à répéter ce qui est le droit des femmes à se vêtir comme elles le veulent, à essayer de faire en sorte d'être respectées pour ce qu'elles sont et ce qu'elles veulent être. Ça, c'est un principe dans le cadre de la loi. Et tout ce qui doit se faire en France, avec des avocats, dans l'interprétation de la loi, dans la revendication de ces droits, il faut continuer à le faire. C'est-à-dire, il ne faut pas perdre espoir en France, parce que même en France, la visibilité médiatique et la visibilité sociale des musulmanes et des musulmans, et même de celles qui portent le foulard, elle a changé. Vous en voyez apparaître de plus en plus, même dans des reportages, même dans des, et c'est de plus en plus présent. Alors encore une fois, on a toujours une résistance du point de vue de la loi, on a toujours la loi qui concerne les écoles, tout ça c'est vrai. Mais quelque chose se passe sur le long terme en France qui fait qu'il y a une reconnaissance d'une présence. C'est difficile, ça sera encore long, on n'y est pas encore, on en est loin, mais il faut utiliser tous les leviers qui permettent la défense des droits, comme n'importe quel citoyen qui revendique ses droits et qui revendique l'application égalitaire et juste des droits sur le plan du travail, sur le plan du sport, sur le plan de l'école, sur le plan de l'université, sur le plan professionnel. Ça, il faut continuer à le faire et il ne faut pas perdre espoir. Parce que ce qui va faire la rigidité de l'application de la loi sera inversement proportionnel avec la normalisation d'une présence sociale. Et avec le temps, les choses évolueront, c'est une certitude. Et il faut compter avec l'interaction des citoyens français avec leurs concitoyens de confession musulmane, femmes et hommes. Ça, c'est un élément. Mais ce travail-là, qui veut dire qu'on est actif socialement, actif juridiquement, c'est avec des avocats, c'est avec des intellectuels, c'est avec des journalistes, c'est avec le prud'homme, c'est avec toutes ces instances-là qu'il faut être présent en France. Et de se faire entendre et de continuer à parler. Et sur un autre plan international, de comprendre qu'il y a d'autres instances, comme l'ONU, comme des instances sportives, qui ne sont pas du tout dans la même position que la France. Et il faut effectivement que ces personnes puissent exprimer leur mécontentement par rapport à la lecture très restrictive du droit qu'on a en France. Et elles disent ce que nous pensons, ce que des citoyens normalement constitués pensent, à savoir qu'il y a une espèce d'enfermement de la psyché française autour de la visibilité du foulard. Mais encore une fois, ça, c'est pas nouveau. Hein. Je veux dire, ça remonte. Si on lit l'histoire de la France en Algérie, on comprend qu'il y a un vrai problème là. Ça tient du traumatisme historique là, et qui est continué. Mais il faut travailler avec les autres instances. Il ne faut pas s'enfermer. Vous avez d'autres personnes. Je veux dire, je ne sais pas si vous avez entendu comment aux États-Unis récemment, on a vu ce qui s'était passé avec Menel, qui avait dû quitter The Voice à cause de son foulard. Et en même temps, là maintenant, quelques années plus tard, vous avez 4 ans plus tard, 2 des personnes qui arrivent pratiquement en finale des concours américains, il y en a une, elle est aveugle, elle porte le foulard, elle vient d'Indonésie, et personne ne bronche. C'est-à-dire qu'on a juste reconnu la qualité de sa voix et tout ceci. Et elle est aveugle, elle vient d'Indonésie. Donc vous voyez que de ce point de vue-là, on est dans 2 univers qui sont complètement différents. Et il ne faut pas les opposer, mais il faut que dans la conscience occidentale, on comprenne que la politique française, c'est pas la politique de tout l'Occident, elle est liée à une histoire et c'est même pas la politique de tous les Français. C'est des personnes et c'est des intellectuels et c'est des courants politiques et idéologiques extrêmement actifs qui ont envie d'en découdre et de faire de l'islam l'éternel facteur étranger à la société française. Et ça, c'est une cause qui est perdue déjà.
parce que l'islam est une religion française. C'est perdu déjà. Cette idée qu'un jour, pour être français, il faudra être moins musulman, elle ne perdure, cette idée, que dans l'esprit de l'extrême droite psychorigide, qui effectivement prend beaucoup de place en France, mais la place qu'elle prend en France aujourd'hui n'est pas du tout la place qu'elle gardera dans l'histoire et des mentalités et des idées et de l'histoire de France. Est-ce que justement le fait de vouloir mener ce combat, ça c'est une question de tous les jours, hein. C'est vraiment une question que je me pose tous les jours avant d'inciter quelqu'un à aller déposer une plainte ou d'aller l'aider ou d'aller l'orienter sur la manière dont elle doit pouvoir aller récupérer ses droits. Est-ce que le fait justement de judiciariser ces situations, d'aller saisir des juridictions, d'aller s'en remettre à la justice, est-ce qu'au final, il n'y a pas quelque chose de contre-productif dans tout ça? Je m'explique là-dedans. Je ne suis pas en train de dire comme les gens ont créé nous-mêmes l'islamophobie, tout ça. Ce n'est pas là que je veux en venir. Mais il y a de manière systématique des changements législatifs au fil des années qui répondent à des polémiques. Et on l'a vu par exemple récemment avec la question de la loi séparatisme. Et on a l'impression que les musulmans étant dans les clous, ayant réussi à faire condamner la France ou telle entité, peu importe, récupèrent leurs droits de manière très très provisoire. Et puis quelques mois, quelques semaines plus tard, quelques années après même, on a ces débats qui reviennent à l'Assemblée. Faut-il interdire les femmes voilées d'accompagner en sortie scolaire? Faut-il ceci ou cela? Presque faut-il les autoriser à respirer? Et en fait, les offensives législatives, elles se font de plus en plus faciles, elles se font de plus en plus facilement. Elles sont aidées par cette politique de droite, d'extrême droite, mais pas que. En fait, au final, même à l'extrême gauche, il y a des gens qui sont favorables à un certain nombre de restrictions. En fait, comment est-ce qu'on ma question, c'est comment est-ce qu'on pourrait trouver un juste milieu pour pas que la médiatisation d'un fait, de la question de l'abaya, conduise à une nouvelle loi qui va venir l'interdire noir sur blanc sans que ça n'émeuve personne. Je vous rappelle que la loi séparatisme, c'était 10% des Français qui étaient opposés et pourtant, elle est en train de saboter les libertés publiques. Ça, c'est une vraie question et qui est une question qui est dans nos esprits depuis une génération. Ça fait plus d'une trentaine d'années qu'on a exactement cette question. À savoir, à quel moment il faut s'engager dans la résistance légale, à quel moment, en le faisant, on ne crée pas la polémique qui va avoir comme impact la restriction légale qui la suit. C'était d'ailleurs une question qui s'était posée un certain nombre de femmes qui étaient allées jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Et en ayant perdu à la Cour européenne des droits de l'homme, en cascade, ça confirmait les restrictions. Et que sans la légalité, on aurait pu naviguer dans une certaine flexibilité d'espace gris, mais tout à coup, il y a une loi qui est là. Donc, en fait, c'est ce que vous dites. Il faut un équilibre. Il faut trouver un équilibre. Et cet équilibre-là, il est entre la sagesse et le droit. Qu'est-ce que c'est que la sagesse de ce point de vue? C'est que sur un certain, il faut prioriser ces engagements. Sur un certain nombre de questions, quand on a vu ce qui s'est passé avec le foulard, il ne sert à rien d'aller au conflit pour l'honneur du conflit en pensant que dans le conflit, on est en train de sauver son honneur. Non, on est en train souvent de perdre son temps et souvent, ça peut être contre-productif. Il y a des batailles qu'il vaut mieux ne pas engager, non pas par crainte de les perdre, mais parce que même si on les gagne, on les perd. Pourquoi? Parce qu'en les gagnant circonstanciellement, on va y perdre sur le plan des conséquences que ça va avoir, et sur le plan de la controverse, et sur le plan de la crispation, et même sur le plan légal. Donc il y a des batailles dans lesquelles il ne faut pas s'engager, non pas parce que on va les perdre, mais on va peut-être les gagner, et en les gagnant, on va perdre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je donne cet exemple pourquoi? Je vous donne un exemple. À un moment donné,
Euh, je prends un exemple très circonstancié d'une situation médiatique. Je me retrouve un jour à discuter chez Laurent Ruquier avec Zemmour. On a un débat, c'était en 2009. Et en fait, Zemmour, à cette époque-là, dans le débat, c'est pas moi qui suis bon, c'est lui qui est pas bon. C'est lui qui est mauvais. Et donc, il ne sait pas défendre son opinion et il est très gêné et il s'en sort très mal. Et à un moment donné, quand vous sortez de cette émission, vous pensez, ou ce qu'ont dit les gens, eh bien, Zemmour a été mis à mal dans cette émission-là. Donc, c'est une bataille, une victoire relative. Et vous vous apercevez qu'en fait, sur l'émotion que ça provoque, cela confirme exactement ce qu'il disait. En ayant été mauvais, il laisse entendre que son interlocuteur et que la présence de l'islam est dangereuse. C'est-à-dire, en perdant, il gagne encore. Vous comprenez ce que je suis en train de dire psychologiquement dans ceux qui regardent l'émission? Ils se disent, oulala, mais en fait, ce qu'il dit, c'est vrai. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans certaines luttes légales. C'est-à-dire qu'en gagnant ou en ayant le droit avec vous, on se dit, oulala, mais ceux-là, ils ont commencé à comprendre la laïcité. Ou même quand certains parlent de la laïcité en sachant ce qu'ils disent, il y en a de plein de jeunes. Vous, la première et tellement d'autres qui disent, attendez, de quoi vous parlez? La laïcité, c'est pas ça, la laïcité, ta, 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 ta. Donc vous gagnez la bataille argumentative. Mais vous êtes en train de perdre sur le plan émotionnel et sur le danger que vous représentez. Parce que les gens qui n'aiment pas, se disent, oula, maintenant ils sont éduqués, ils savent parler, ils savent se défendre, ils savent de quoi ils parlent, et ils savent peut-être même mieux que nous ce que nous sommes censés défendre. À savoir, on dit, non, non, mais attendez, la laïcité, c'est pas ce que vous dites, la laïcité, c'est ceci. Et puis le droit, il dit pas ça, le droit, c'est ça. Puis on a maintenant des avocates et des avocats, puis on a des journalistes, puis on a des acteurs sociaux. Et tout à coup, ce que nous affirmons comme étant la réussite de l'intégration ou de la triple intégration sociale, intellectuelle et professionnelle, qui est aussi une intégration du religieux dans la société française, est perçue comme un danger, c'est-à-dire la réussite, votre réussite, c'est leur échec. Et dans leur échec, il y a leur victoire parce qu'ils continuent à entretenir la même rhétorique. Ça veut dire qu'à des moments donnés, la sagesse, c'est sur certaines questions de ne pas y aller n'importe comment et de bien réfléchir aux conséquences de ce qu'on est en train de faire. Il y a des questions qu'il vaut mieux laisser, là, encore une fois, moi c'est ce que j'ai dit, je sais que certains n'étaient pas très contents de ma position là-dessus, j'ai dit mais attendez, la question de la abaya, tout ce qu'on a monté, ça a été monté au moment de la rentrée scolaire exprès. C'est-à-dire, c'était une manœuvre de diversion. Est-ce qu'il faut absolument aller dans tous les combats? Alors que certaines jeunes filles, parce qu'elles ont été traumatisées, parce qu'elles ont été maltraitées, aillent et revendiquent leurs droits et mènent une procédure légale pour le déni qu'on a eu de leur dignité et de leurs droits, ça je peux le comprendre. Mais d'en faire une question nationale et de tomber dans la controverse et d'en faire une controverse, alors que, à mon sens, le plus important aujourd'hui, c'est de comprendre que, quelle que soit votre tenue, le principe qu'il faut défendre, c'est la pudeur, la forme que cela est, ne doit pas nous faire tomber dans cette controverse-là. Je sais, même peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi sur cette question-là. Mais moi, c'est... En fait, j'allais venir là-dessus parce que Mais j'avais moi, entendu. je pense que cette bataille-là, elle est pas sage. Je pense que non seulement elle n'est pas juste islamiquement, mais qu'elle est légalement pas sage. Je ne pense pas que c'est le conseil qu'on doit donner aux jeunes filles. Je pense qu'on doit donner aux jeunes filles, trouve les voies de ta pudeur, va à l'école et prends ton diplôme. Mais tomber dans cette controverse-là, c'est retomber dans ce qu'ils nous font systématiquement. À côté de ceci, il y a la voie légale d'autres combats et d'autres batailles qu'il ne faut absolument pas déserter. Il faut être présent, il faut revendiquer ses droits citoyens. Mais encore une fois, c'est entre la sagesse quant aux batailles à mener et la légalité de la présence que nous devons affirmer. Entendu. Non, Je vais me le noter.
Non, parce que vous aviez fait un live tout seul il y a quelques semaines et vous aviez évoqué ça. J'avais regardé le passage où vous aviez parlé de cette polémique de l'Herbeya. Et sur le coup, enfin, j'entends, je comprends ce que vous dites. Et sur le coup, j'étais en train d'accompagner donc des jeunes filles qui étaient confrontées à ça. Et donc, j'ai remis en question mon positionnement. Et sur le moment, vous avez, je sais plus comment vous l'aviez formulé, mais vous avez dit, voilà, la priorité, c'est de continuer d'aller à l'école et de pas aller, voilà, de pas aller à l'affrontement comme ça juste pour affronter. Et sauf que c'est vraiment les situations qui se sont posées sur le moment T, c'était vraiment ça, de se dire est-ce que ces jeunes filles, elles ne retournent pas à l'école parce qu'elles ne peuvent pas retourner à l'école, ou est-ce qu'elles enlèvent les kimonos? Et sur le moment, c'est vrai que la position qui a été la vôtre, je ne l'ai pas comprise parce que je me suis dit, mais si on leur dit ça, en fait, voilà, on leur dit en gros, asseyez-vous sur qui vous êtes, en fait. Et c'est même pas moi, c'est pas le conseil que je leur donnais. Et puis après, en réfléchissant, il y a une maman, je le dis, bon, elle ne se reconnaîtra pas, une maman enfin, dont la jeune fille voulait plus du tout retourner à l'école parce que c'était son premier jour dans un établissement dans l'Hérault. Elle venait de s'installer dans le lieu. Elle a été, enfin, elle a très mal vécu le truc et donc elle veut changer d'école. Et quand j'ai vu l'ampleur que ça a pris d'un point de vue psychologique sur cette jeune fille, à tel point qu'elle voulait plus du tout y retourner, parce que la plupart, elles se sont changées, elles sont rentrées, elles sont revenues 2 jours, 3 jours après avec des kimonos fleuris ou un peu plus courts, machin, mais elles ont trouvé une solution. Et celle-là, elle voulait plus du tout y retourner. Et elle en a pleuré. Alors, ils ont fait des courriers au rectorat pour changer d'établissement, mais le rectorat se dit on va bouger le problème d'un établissement à un autre, donc non. Euh, et en fait, plus les jours ont passé, et plus je me suis dit, en fait, non, on peut pas dire aux jeunes filles d'aller au bout coûte que coûte, parce que bah, sinon, elle va se retrouver dans cette situation-là, à se mettre dans un état pas possible. Et en fait, le résultat, il faut dire ce qui est. Tout le monde va qu'à ses occupations, tout le monde retourne dans sa vie, sauf que cette jeune fille-là, elle va plus à l'école. Mm. Et là, elle va toujours plus à l'école. On est presque en octobre, elle va toujours plus à l'école. Et ça crée des situations humaines qui sont encore plus difficiles parce que maintenant, quand bien même elle voulait y retourner, elle demeure la jeune fille qui s'est absentée pendant un mois à cause d'un kimono qu'elle n'a pas voulu enlever. Donc ça devient du domaine de l'irrationnel pour la plupart des gens en fait. Et du coup, en réfléchissant à cette position-là, euh, j'ai arrêté de dire aux gens de garder leur kimono pour aller à l'école. Enfin, je commente pas, elles font absolument ce qu'elles veulent. Il y en a de qui je prends des nouvelles, mais c'est vrai que la position de, entre guillemets, d'accompagnateur un petit peu ou de conseiller, parce que c'est à ça qu'on sert aussi. Les gens, ils nous écrivent des DM pour raconter leur malheur, alors tu leur donnes un petit peu une position ou un conseil. Et parfois, c'est vrai que, en tout cas, sur cette. Et c'est la première fois que j'ai eu à remettre en question cet esprit du militantisme et de l'activisme parce que j'ai été vraiment gênée par le fait que ça conduisait à une déscolarisation de jeunes filles avec des conséquences psychologiques qui pouvaient être handicapantes. Et donc, le conseil que j'aurais à donner aux mamans, là, c'est pas du tout une question, mais si vous nous regardez et que vous avez des enfants qui sont scolarisés comme ça et qui ont des difficultés liées à leur visibilité religieuse, euh, réfléchissez bien avant de prendre des mesures radicales parce que à la fin, je pense qu'à la fin, on perd en fait. Malheureusement, à la fin, on perd. Mais bon, moi, c'est ma position depuis le début, avec une nuance quand même. Par rapport à la vôtre, pour moi, c'est même pas une question de gagner ou de perdre. Encore une fois, je vous l'ai dit, on peut parfois gagner, puis au bout du compte, comme vous le dites, ben là, on perd. Euh, mais c'est aussi une question de sagesse et de priorité. C'est-à-dire que par rapport, euh, vous avez en face de vous des esprits très étriqués. Si en face d'un esprit très étriqué, pour montrer votre fierté, vous finissez par être aussi étriqué que l'esprit étriqué qui vous oppose, ça fait juste deux esprits étriqués. Et que par rapport aux jeunes filles, nous, on a dans notre religion une amplitude de compréhension et une flexibilité qui vous dit très simplement, garde le principe et trouve ta forme.
mais ne tombe pas dans celui qui est tellement étriqué sur la forme qui va te faire perdre le principe par ton côté étriqué sur la forme. Et que le principe premier, eh bien, c'est simplement celui de la pudeur pour les femmes comme pour les hommes. Et que la priorité, c'est l'école. Que ta plus grande victoire dans la société française, c'est pas d'être exclu de la classe pour la forme, c'est de gagner ton diplôme sur le fond, et que c'est ça qui est le plus important. Et que ça doit être déterminant. Donc, encore une fois, là où certains sont avec nous dans une espèce de bras de fer très malsain, nous, il faut qu'on ait une saine sagesse et qu'on connaisse nos priorités en disant de toute façon, la chose la plus essentielle, et qui permettra, après l'école, d'avoir et la connaissance et les principes qui sont les miens dans l'éthique, dans la pudeur, dans l'action sociale, eh bien, c'est de passer par cette voie-là, sont tombés dans le piège des fausses batailles, des conflits qui sont malsains et des conflits qui sont instrumentalisés. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont tellement habiles sur le plan psychologique qu'ils réussissent à retourner contre vous votre détermination à rester fidèle à ce que vous considérez comme un principe pour en faire justement le cœur du problème de votre présence. C'est très, très, très vicieux ça. Et puis, beaucoup trop tombent là-dedans, et en particulier des jeunes, et en particulier un certain nombre d'imams qui poussent et qui poussent et qui poussent, et qui pensent que la fierté d'être musulman se mesure au nombre de mécontents qu'on fait autour de nous. Je veux dire, ça, c'est pas ça. C'est pas, on n'est pas plus musulman par le nombre de mécontents que l'on produit. C'est pas comme ça que les choses se passent. Et c'est pas du tout le sens de notre message. Donc moi, j'y vois une attitude de sagesse et je pousserai pas à une radicalité ici qui est malvenue. J'ai plus de questions, alors je ne sais pas si on a la... Vous allez bien? Ça va très bien, vous? Vous appelez d'où? Je vous appelle, je suis à Lyon, mais je suis d'origine malienne. D'accord, très bien. On vous écoute. Là, je vis voilà, votre live et puis je me dis, peut-être je vais apprendre auprès de vous. Et puis, vraiment, je suis très ému de vous avoir ce soir. Et puis, voilà, quoi. Ah ben, c'était juste pour faire un petit coucou alors. Oui, c'était ça. D'accord, Je suis très très bien. ravi, voilà, d'entendre votre voix et puis, voilà, quoi. Ben, c'est gentil. C'est quel prénom? C'est Hussein. José. Pas de questions sur le Mali, sur l'Afrique, tout va bien là-bas. Oui, ça va pour le moment. J'ai suivi votre intervention, vraiment, j'ai beaucoup apprécié et puis voilà quoi. Très bien, merci José. En tout cas, merci d'être passé par là. Une bonne Merci beaucoup. continuation. Bonne soirée. Merci Allez. à vous de même. Salam alaikum, merci. Alors, là, il y en a d'autres. Ici, voilà. Présence ici. Alors, attendez, normalement, est-ce que quelqu'un va apparaître? Vous pouvez faire des demandes et on vous fait monter. Là, il y a un ajout en cours, mais ça n'a pas l'air de prendre. Apparemment. Non, là, ça n'a pas l'air. Ça prend du temps. Ah, voilà. Oui. Bonsoir, monsieur Ramadan. Bon. Bonsoir, Faiza. Bonsoir. Avec Faiza, on a dû se croiser sur Twitter dans des débats, D'accord. surtout durant l'élection électorale, etc. Alors, C'était très animé. c'est quel prénom et vous appelez d'où? Alors, c'est Walid de Lille.
de En tout livres. cas, ça fait grand plaisir Franchement, de vous avoir, Monsieur Ramadan. Faiza aussi, on se revoit depuis quelques années sur Twitter. Pff, il y a beaucoup de sujets à aborder, notamment ce que vous avez vécu de la part de la France et des médias, qui sont des médias de propagande, hein, simplement. J'aimerais savoir, si vous pouvez répondre à ça, où en est euh, au niveau de la justice, qu'est-ce qui a été fait contre, contre ces personnes qui ont été malhonnêtes envers vous et où en est la justice française par rapport à votre, à votre enquête et à tous ces mensonges qui ont été faits sur vous, notamment si ce n'est pas un sujet qui est difficile pour vous à aborder. c'est Walid, c'est ça? C'est ça, oui. Ben, merci Walid d'intervenir avec nous. C'est pas vraiment le sujet de ce soir et pourtant il est un tout petit peu connecté. Je vais dire juste deux mots par rapport à ça. Deux mots parce que il faudrait quand même, bon, on a quand même plusieurs centaines de personnes qui nous écoutent et il y en a qui écouteront parce que ce sera posté. Moi, je suis effaré de voir chez beaucoup de leaders musulmans. Pour certains, pour des raisons qui leur sont propres, certains ont peur, certains ont eux-mêmes des casseroles, certains sont même contents que j'ai à peu près disparu de la scène. Ça les regarde. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la non-compréhension chez beaucoup de leaders ou l'apparente non-compréhension chez beaucoup de leaders et dans la communauté musulmane que ce qui m'arrive est un acte profondément islamophobe qui consiste à cibler un leader musulman. Je veux dire, ça, aujourd'hui, c'est absolument fou que quand on parle d'islamophobie, on parle de tout, mais mon cas, il serait totalement séparé, soi-disant parce qu'il y a une question morale là derrière. Mais la question morale, elle est instrumentalisée. Donc, Bien sûr. simplement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il y a une ordonnance de mise en accusation qui a été déposée par les deux juges en juin dernier et de plus de 300 pages. Et puis, sur un dossier, il faut savoir qu'en Suisse, j'ai eu un premier procès et donc j'ai été acquitté, et que la plaignante suisse, elle est en contact avec deux des plaignantes françaises et trois des acteurs de toute cette affaire-là, à savoir Caroline Fourest, à savoir Jean-Claude Elfassi, et puis un certain nombre d'avocats qui sont impliqués là-dedans. Bref, et Alain Soral ou autre. Donc on a ceci. Donc là, j'ai été acquitté. En France, il y a dans le dossier, c'est absolument fou, puisque la première, elle ne sait ni le lieu, ni l'heure, ni pratiquement la personne. Elle a menti depuis le départ. La deuxième, elle était dans la salle au moment où elle dit qu'elle est séquestrée. La troisième, elles sont toutes critiquées par leur propre famille. La troisième, son frère, elle lui dit pourquoi tu dis ça? Elle lui dit c'est pour de l'argent. La deuxième. Donc tout ceci maintenant, c'est dans ce dossier-là et les mensonges sont énormes. Ce qui est fou aujourd'hui, ce qui à l'heure où je vous parle est fou, c'est que ça tient à un rapport d'expertise psychiatrique par un psychiatre, le docteur Zagouri, qui a fait un premier rapport, qui n'a pas respecté les règles. Ça a été annulé. La juge le reprend étonnamment et il refait un rapport et il utilise 15 pages qu'il copie d'un premier rapport qui est pourtant annulé, il n'a pas le droit, et pourtant ça passe quand même. Donc on est devant un droit où il n'y a pas de droit, où c'est absolument sidérant ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que n'importe quelle personne qui verrait ceci, eh bien, se dirait mais c'est absolument fou, c'est pas du droit, et mes avocats sont même choqués de cela. Et puis ensuite, on veut m'envoyer à une cour criminelle où il n'y aura pas de jurés, mais uniquement des juges professionnels. C'est comme si on restait entre nous, en fait. On veut me juger en cercle fermé, c'est-à-dire véritablement pour ficeler l'affaire. Mais plus que cela,
plus cela, ce qui est important, c'est que la Suisse, elle m'acquitte en disant la plaignante est en contact avec des opposants idéologiques à Tariq Ramadan. Donc la Suisse la reconnaît. Les journaux français n'en ont pas parlé de ça. Ils ont dit, ah, au bénéfice du doute, ce qui est un mensonge, la conclusion du jugement, c'est pas au bénéfice du doute, c'est qu'il y a effectivement des mensonges, des contradictions et puis surtout l'implication de mes opposants idéologiques. Là maintenant, je suis en procès contre Caroline Fourès qui m'a traité de violeur et le procès va arriver et puis on va pas la lâcher parce que c'est une grande menteuse et c'est une grande manipulatrice et elle est dans ce dossier de façon particulière. Elle et Jean-Claude Elfassi. Mais le dernier élément que je voulais dire, qu'est-ce qui est sorti depuis, c'est que moi j'ai toujours su que j'avais des opposants à l'intérieur du monde musulman comme à l'extérieur. Mais vous avez un État, les Émirats arabes unis, qui ont une réunion en août 2017, c'est-à-dire juste avant la première plainte, avec une compagnie suisse, et ils leur donnent 8,5 millions de dollars pour cibler des intellectuels dont moi, je suis l'un des premiers. Et ils se rencontrent en août, 3 mois avant la première plainte, et ils payent un journaliste, Yann Hamel, qui reçoit de l'argent, qui est le premier à écrire sur Twitter et à appeler des femmes à porter plainte contre moi. Et l'affaire commence. Et qui est là-dedans? Les Émirats arabes unis, qui sont des pays majoritairement musulmans, mais qui travaillent contre tous ceux qui les critiquent. Donc aujourd'hui, à tous ceux qui ont dit « Ah ben, il n'y a pas de complot, ça n'existe pas », ben, le New Yorker, qui est un journal américain, a relevé toute l'histoire que je viens de vous rappeler. Mediapart l'a confirmé récemment, il y a un mois et demi par un article, 2 mois par un article. Donc on en est là aujourd'hui. Mais moi, tout ça, je dis bon, allons-y. On ira peut-être au jugement, on va se battre jusqu'au bout. Moi, je lâcherai rien. Je lâcherai rien parce que je suis innocent en fait. Et que les juges le savent, les avocats le savent, que la majorité des journalistes qui sont grands peureux en France, parce que les soi-disant Mediapart, les médias alternatifs, tu parles, alternatifs de rien du tout, ce sont tous des trouillards. Il n'y en a aucun qui est prêt. Alors on est prêt à aller prendre des affaires secondaires, mais quand il s'agit d'un dossier comme celui-ci, et puis quand moi je leur dis, vous agissez aujourd'hui avec un certain nombre de leaders musulmans, comme vous l'avez fait dans le passé avec un certain nombre d'acteurs juifs. Hier vous étiez antisémite, aujourd'hui vous êtes islamophobe. Ah non, on peut pas comparer. Mais je dis, ben oui, on le compare. Vous êtes aussi lâche que le furent vos aïeux il y a des décennies de cela. Mais bon, ok, on est dans ce combat-là et moi je vais me battre et puis la vérité viendra, Inch'Allah. Mais moi, ce qui me sidère, c'est ces Français de confession musulmane, ces peureux là, qui n'osent même pas relever la tête en disant mais qu'est-ce qui est de l'islamophobie là-dedans? C'est-à-dire, c'est pourquoi on me traite comme ça? Parce que j'ai défendu les moutons pendant les jours du Haïd, ou parce que j'étais une voix musulmane qui défendait le droit des Français ou des Européens de confession musulmane. Vous le savez très bien. Et pour moi, c'est parce que vous étiez trop éloquent. Vous étiez trop éloquent pour c'est même pas l'éloquent. Cette manière de penser et cette défense des musulmans dans ce pays qui est purement devenu islamophobe. Et on vous a mis dans le dos, en quelque sorte. Walid, c'est pas l'éloquence. L'éloquence, ça, c'est la forme. C'est être déterminé à défendre ce qui est juste. Oui. C'est ça le plus important. Et il y en a plein qui sont de ce point de vue-là. Maintenant, à ceux de ces musulmans et de ces leaders qui se cachent derrière la question morale, ah, il a fait ceci. Je veux dire, moi, je suis des gens de gauche qui n'ont aucune morale. Ils croient en aucune morale. Mais au nom de la morale, tout à coup maintenant, il veut plus. Mais depuis quand t'es moral, toi? Depuis quand est-ce que t'as une position morale ou qui t'as une morale religieuse? C'est juste, voilà. À partir de là, voilà. Moi, je profite de ce moment-là parce que le seul lien qu'il y a entre mon affaire et le débat de ce soir dans la deuxième partie, c'est celui-ci. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, il faut savoir quelles sont nos batailles. Et sur le plan du droit, je veux dire. Ok, si demain je suis condamné et que je suis innocent et condamné en France, eh bien, j'aimerais pas être à la place de la conscience des Français de confession musulmane qui se sont tus pendant toute la procédure. Parce que s'être tu quand ton frère, il va finir innocent parce que toi, tu as la lâcheté de ne pas oser parler, eh bien, tout se paye, hein, tout se paye.
Tout se tait. Notre voix n'est pas rapportée. C'est-à-dire que moi, par exemple, Non, moi qui aimerais, par je ne exemple, parlais pas de toi, hein, je oui, disais tu au sens de tous oui, les. oui, bien sûr, mais on n'a pas accès aux médias. Par exemple, là, on est obligé de passer par Facebook, par Twitter pour avoir des débats et essayer d'amener justement les consciences à s'éveiller et à essayer de se regrouper, malgré que le fait que les musulmans. Tu sais, Walid, on a suffisamment de place pour pouvoir s'exprimer. Et il y en a qui ont mais il y en a qui s'expriment dans plein de réseaux, mais ils disent rien en fait. Ou alors ils veulent rester dans un cadre très très limité il y en a qui n'ont pas envie de vagues, hein. Et puis voilà. Après chacun ses combats, chacun ses priorités. Moi, simplement, tu m'as posé la question sur la situation. Là, maintenant, on est en train on a reçu, on fera appel de l'ordonnance de mise en accusation, mais la seule chose que je peux te promettre, devant Dieu et en conscience, c'est que je lâcherai rien et que je suis innocent de tout ceci. Et que, encore une fois, moi maintenant, je commence vraiment à en avoir marre de ceux qui systématiquement reviennent et disent oui, 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 mais la question morale, il faut que tu t'excuses. Je lui dis, écoute, la question morale, si tu as bien compris ta religion, tu la laisses entre Dieu et moi et ma famille. Exactement. Toi, tu t'occupes de tes affaires. Et ce qui devrait être tes affaires, c'est pas la question morale, c'est de savoir est-ce que ton frère, il est innocent de ce qu'on l'accuse en France. S'il est innocent de ce qu'on l'accuse en France, et puis que toi, tu te tais, c'est que tu n'as même pas compris le sens du premier hadith qui est rapporté par le prophète salam, qui te dit quand tu vois quelque chose de mal et quand tu vois une injustice, eh bien tu dois la défendre. Si tu la défends pas, c'est toi et ta conscience. Mais tu commences pas à vouloir jeter le discrédit moral sur ton frère pour couvrir ta lâcheté sociale devant les hommes. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. C'est le problème de certains musulmans qui essayent de créer la discorde, même entre musulmans eux-mêmes. Oui. Mais bon, voilà, ça, on connaît ça depuis longtemps. En tout cas, merci beaucoup, Walid. On s'est un peu éloigné du sujet, même si on y est encore, mais on gardera ça. Merci, Walid. À bientôt, Inch'Allah. Merci. Salam alaikum. Alaikum salam. On prend encore une ou deux questions. Faiza, on prend encore une ou deux questions. Oui, oui, pas de souci. Je suis en vacances, je ne travaille pas demain, donc on peut rester encore. Ok, là, il y en a une autre. On va essayer de voir. On prend deux, je pense. Si là, ça marche, voilà, ça marche. Oui. Salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Donc, quel est le prénom et d'où appelez-vous, s'il vous plaît? C'est Ousmane Salih Suleiman. Ça vous dit pas quelque chose, la tête? Alors, attendez. Parce que là, moi, le problème, c'est que j'ai plein de messages qui viennent sur votre tête. Alors, c'est quel prénom? C'est Ousmane Salih Suleiman. La tête devrait me dire quelque chose. Oui, j'ai échangé avec vous une fois, vous et M. Dylan. Oh là là, mais bon, si je dois me souvenir de tous ceux qui apparaissent une fois sur l'écran, non, je me souviens pas, mon frère. Je vous ai parlé En plus, j'ai déjà créé l'école coranique, je vous ai dit. Oui, d'accord. Maintenant, je me souviens. D'accord. Je suis désolé parce que à un moment, je suis obligé de supprimer mon compte Instagram parce que je recevais beaucoup de messages. Et en plus, j'envisage, j'ai d'autres projets en fait. Donc, mon statut sur l'Instagram ne cadre pas avec ce que je suis en train de faire maintenant. Donc, je suis et recréé. Donc, je ne sais pas le musulman de la France. Allah, c'est-à-dire Allah ne va jamais vous laisser tomber. Ça, il faut le mettre en tête. Il y a des gens qui me contactent depuis Guadeloupe parce que je vous ai mis sur statut Instagram, sachant que mon compte est aussi certifié. Entre-temps, tout le monde me contacte, tout le monde croit que je suis plus proche de vous. Il y a beaucoup de gens qui vous soutiennent, vraiment pas que à la télévision. Beaucoup de gens qui sont avec vous, tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, vous soutiennent. Ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est la honte totale. En France, il n'y a pas de justice. Ça, moi, je peux dire et je l'assume. En France, il n'y a pas de justice. Si vous êtes accusé aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui sont accusées injustement, incarcérées en prison. Et là, on n'a pas l'air nouvelle. Là, il y a beaucoup de personnes. On les accuse, ensuite, il n'y a pas de procès. Il y a cela un mois et quelques, 1
militaire français a tué un Tchadien dans mon propre pays. Où est-ce qu'il est? Donc maintenant, le sujet de Tarek Ramadan est très important. Il faut parler à la télévision, il faut. Où est-ce qu'il est? Moi, personnellement, je trouve ça indigne et irresponsable que les dirigeants musulmans, les chrétiens, tout le monde est concerné. Beaucoup de joueurs sont accusés juste parce que les gens se cachent derrière l'argent. Ils peuvent aller accuser Emmanuel Macron et les autres parce que c'est eux qui ont l'argent. Ce n'est pas M. Tarek Ramadan qui a l'argent, ce n'est pas lui qui... Voilà, ni moi encore, c'est impossible. On vous soutient, il faut mettre dans la tête, moi je ne suis pas français, je suis africain et on vous soutient là où nous sommes et cela est valable à tout le monde. Vous avez notre indéfectible soutien. Merci. Personne ne va pas vous, croyez-moi. Et les noms de votre nom, même si après votre mort, on va quand même parler de vous. On a appris beaucoup de vous. Vous étiez pour nous un très bon référent. Il faut pas m'enterrer déjà en disant à l'imparfait. Tu dis vous étiez. Non, vous êtes... je suis encore avec toi, mon frère. Mais je voulais juste te poser une question. Au-delà de... Merci beaucoup pour ces mots de soutien. Tu es africain. On a parlé ce soir des questions africaines et de ce qui se passe avec la France. Tu as une position assez dure avec la justice française. Qu'est-ce que tu as, toi, comme position en tant qu'Africain sur ce que tu vois aujourd'hui des dynamiques africaines? Tu as quelque chose à dire aussi par rapport à ce sujet-là ou c'était plutôt simplement un soutien? En fait, c'est très simple. Notre monde actuel n'est pas un monde où la jeunesse est éveillée, que le français et la politique française, là, ils peuvent mettre dans la tête qu'ils peuvent tuer tous les nouveaux dirigeants qui ont l'intention d'avoir l'indépendance. Mais là, chaque jeune, aujourd'hui, a dans l'intention que la France ne rapporte rien en Afrique. Notre position est très simple. On n'a même pas besoin de, je ne sais pas, partenariat gagnant-gagnant. C'est simple. On peut ne pas avoir des relations diplomatiques avec la France et vivre tranquillement. Mon Tchad est pays. On a eu notre indépendance, ça fait au-delà des 60 ans. On a exploité notre pétrole en 2003. Imaginez aujourd'hui, on n'a pas l'électricité à 100%. On n'accuse pas que le dirigeant, mais il y a la responsabilité totale de la France. Qu'est-ce que cherche aujourd'hui l'armée française? Moi, c'est-à-dire nous sommes tous responsables et la jeunesse est éveillée. Si la France continue à insister, on risque d'avoir un seul président en Afrique. Exactement. Nous avons notre force. Nous avons vraiment notre force. Gaddafi a été tué. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Gaddafi qui circulent en circulation aujourd'hui. Il y a beaucoup de Gaddafi. Très bien. Merci beaucoup de cette intervention qui est à la fois ferme et nuancée encore parce que si la France a des responsabilités, il faut aussi mettre en évidence le fait que les dirigeants africains ont aussi leur part de responsabilité. Ça, c'est ce que tu as dit et tu as mis en évidence, mais que le peuple est réveillé et que... Désolé de vous interrompre. Vous savez, il se cache derrière la migration. Ça c'est des pertes totales pour nous, les Africains. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'Africains qui sont dans les domaines de l'enseignement, qui sont dans les domaines sanitaires. Il y a des Africains qui viennent. Vous savez, il y a des ingénieurs parmi les migrants qui arrivent en France. C'est un manque à gagner pour nous. Et tous ces jeunes-là, on aura besoin d'eux. C'est très simple. Pourquoi? Parce qu'on nous a impliqué les SMIC. Ce n'est pas vraiment bien en Afrique. Les gens ne sont pas bien payés. Aujourd'hui, en France, un ingénieur, s'il est payé à 5 000, 4 000, 3 000, par contre, là-bas, ils sont payés qu'à 150, 200 euros. Donc maintenant, nous, on a des méthodes, nous, les futures générations. On va quand même faire tout le moyen possible que les ingénieurs soient payés de la même façon que les Européens et on verra bien qui va prendre la route de l'immigration. C'est très simple, en fait. Juste qu'on est là, on ne trouve pas, on n'est pas traité de la même façon. Nous allons payer les enseignants de la même façon que les Français et les Européens. Nous allons
faire en quelque sorte, même maintenant, je ne suis pas d'accord que notre argent soit fabriqué ailleurs. Ça, je ne sais pas, c'est toujours en France. On n'a pas l'indépendance totale, c'est toujours caché. Nous avons l'espoir. Maintenant, c'est les trois pays, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Si les trois pays acceptent d'avoir leur propre monnaie, moi, personnellement, je vais avoir double nationalité et je vais rejoindre les trois pays pour voir ce qui va arriver. On n'a pas la haine, Ok. on veut que ça soit. Et Merci. on veut vivre dignement comme les autres. Et Ok, merci. Dieu vous aide. Merci beaucoup, en tout cas, cher frère. Merci d'être intervenu. Excusez-moi, il y a un monsieur qui s'appelle, je ne peux pas vous dire ici, mais je ne sais pas comment vous écrire aussi en privé, c'est trop compliqué parce que je n'ai pas mon compte Instagram. Et bon, merci. Si tu mets un commentaire ici sur Facebook, je le retrouverai, Inch'Allah, et puis je pourrai entrer en contact. Allah vous bénit. Moi, personnellement, j'ai mon madrasa qui s'appelle Madrasa Tariq Ramadan. Là, je vous ai dit. Maintenant, beaucoup des enfants, je peux vous envoyer aussi des vidéos. Et si vous me permettez, je vais commencer à créer une page Facebook pour publier au fur et à mesure les élèves. Qu'Allah vous aide. Amin. On est là. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Avec les moyens de bord, Inch'Allah, on va y arriver. Inch'Allah. Merci beaucoup. Salam alaikum. Merci. À bientôt, Inch'Allah. À bientôt. Voilà. Et on va prendre une dernière, je pense, hein, pour aujourd'hui. Ici. Voilà. En espérant que ce soit sur cette fois, on puisse reconnecter avec le. Voilà. Ah, oui. Oui. Salam alaikum wa rahmatullah. C'est quel prénom et vous appelez d'où? Taha. Et vous appelez d'où? J'appelle de l'Île-de-France du 78. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Et je vous en prie, cher Ramadan, et ça fait un plaisir, hein, j'ai les frissons. Je vous promets que c'est vrai. Et je suis algérien. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbi yahafdak. Monsieur, d'abord, je vais commencer, cher Tariq, par nul n'est sourd que celui qui va entendre. J'aime beaucoup cette expression, j'aime beaucoup cette phrase. J'ai entendu de votre part, de toute façon, moi je ne l'ai pas entendu avant. Je me suis dit peut-être c'est... Mais bon, sachant que j'ai regardé pratiquement tous les débats que vous avez eus sur les plateaux télévisés. J'ai vu la dernière poésie, j'aimais beaucoup, j'ai beaucoup apprécié. Hein, elle est belle, la poésie. Elle est récente. Ça fait à peine quelques jours que j'ai vu. Je vous apprécie beaucoup, pour vous dire la vérité. Par rapport à ce qui vous est arrivé, c'est ibtila, comme j'appelle ça, c'est ibtila ou khair. L'épreuve est un bienfait. Oui. Exactement comme on avait, sachant que nous, en fait, on fait la fête de l'Aïd et c'était un ibtila. Wa idh ibtala Ibrahim rabbahu bi kalimatin fa'atammahun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah subhanahu wa jal, il a demandé et recommandé à notre grand-père, à tous, hein, à toutes les religions, j'ai envie de dire, à Sayyidina Ibrahim, al-Khalil, alayhi salam, pour qu'il voilà, il égorge son fils. Et voilà, c'était une épreuve. Mais et en fin de compte, ni il a égorgé son fils, ni il a fait un malheur. Au contraire, il est rentré à la maison avec son fils et un mouton du paradis. Et donc, j'espère que, Inch'Allah, Ya Rabbi subhanahu wa ta'ala, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, je ne sais pas comment on dit ça, ندعو Allah subhanahu wa ta'ala, باش ربي يفتح عليك. Amin. Amin. Rabbi subhanahu wa ta'ala, il te rendra justice, que ce soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà, de toute façon. Mais dites-vous une chose, que franchement, on se sent orphelin.
sans vous. On se sent vraiment orphelin. Hein. Et quand je dis on se sent orphelin, ça veut dire je vous parle de là où je parle, de toute façon. De là où je vous parle. Ça veut dire qu'on remplace Tarek par, par Chilroumi et mort. Ouais, c'est juste pour vous faire rire, pour détendre un peu l'atmosphère. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et donc, vous me manquez. Moi, personnellement, franchement, quel que soit X, comme vous l'avez bien, je crois, expliqué, tout ce qui est entre quelque part soi et Allah, c'est entre Allah et puis après, la justice, on a vu récemment en Suisse que les choses en fin de compte, se sont bien passées. Et puis après, pour ce qui était, disons, comment on appelle ça, précédemment, on a vu aussi ce qui s'est passé, Fourest et compagnie et tout ça. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Mais est-ce que vous avez une question sur le sujet de ce soir? Je vous promets, cher Tarek, j'ai insisté. En fait, je suis venu et je ne savais même pas c'était quoi le sujet. J'ai vu le live. Je vous promets que je ne sais même pas ce que c'est le sujet. J'ai vu le live. J'ai insisté. Votre assistante, je crois. Voilà, on va dire ça. On va dire ça. Je ne sais même pas comment elle s'appelle. Et je commençais. J'ai insisté. Faiza Ben Mohamed, qui est une journaliste. Faiza Ben Mohamed. Faiza Ben Mohamed, masha'Allah, enchanté, Madame Faiza. Merci. Madame, mademoiselle. Et voilà, bon, non, en fait, j'aurais juste voulu vous dire ce soir qu'on vous aime, quel que soit X. Ça veut dire que moi, personnellement, je ne suis pas du genre, moi, je ne suis pas juge. Ça veut dire que le seul juge, moi, pour moi, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis après, il y a une justice, que ce soit ici en France, en Suisse ou ailleurs. Et j'espère que voilà, la justice fera bien son travail. Voilà. Et puis après, moi j'ai envie de dire à la communauté, l'homme, il y a l'homme, en fait, il y a sa vie privée. En fait, il faut faire la part des choses. Il y a la vie privée et la vie publique. Et il ne faut pas qu'on s'en mêle les pinceaux. Maintenant, l'erreur est humaine. Et ça nous arrive tous. Illa Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, fa huwa ma'soum. Illa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et effectivement, à l'occasion de sa naissance, et bon, je sais qu'il y a, comment on appelle ça? Il y a des divergences. Exactement, il y a des divergences. Il y a ceux qui disent non, nous ne devons pas fêter Al-Mawlid, d'autres ils disent oui, on peut le fêter, tout ça. Bon, moi je respecte les uns et les autres, mais moi j'étais heureux que ce soit la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui, et je l'ai fêté pour vous dire la vérité. En fait, j'étais heureux de toute façon, même si j'ai pas fait la fête, hein. J'ai pas, comment dire, cramé les pétards et tout ça, mais j'étais heureux. Et je me suis dit, pourquoi pas, de toute façon, il n'y a pas de bid'a là-dedans ou quoi que ce soit, c'est juste parce que nous sommes heureux. Comment se fait-il que la terre entière, lors de sa naissance, et toute al-khala'iq d'Allah était heureux le jour de sa naissance? Et comment se fait-il qu'Allah il dit, Fadakkir, ou inna dikra tanfa'ul mu'minin. Donc, dikra, ça veut dire quoi? C'est un souvenir, dikra, ou c'est un rappel. C'est un rappel. Et dikra al-Mawlid Nabawi Sharif, pour moi, c'est dikra aussi, c'est une sorte de. Parce que quand. Mon frère, ça va faire trop long là, parce que vous êtes en train de partir. Je vais aller, juste, je vous en prie, cher Tarek. Je vais aller juste un peu plus loin. Par rapport à la société aujourd'hui, quand on voit qu'on est vraiment, j'ai envie de dire, par rapport à notre religion, à l'Ouest, quand on voit nos enfants, les psychotropes, les stupéfiants, les ceci, les cela. Certes, il y a des rappels, certes, il y a l'appel à la prière, bon, dans les pays musulmans, mais ici en France, il n'y a pas les appels à la prière, il n'y a pas. Et puis après, tous les parents, peut-être, ils sont préoccupés, ceci, cela. Qui sait, en plus, on sait bien que quand on est dans les pays occidentaux,
que généralement, moi personnellement, qui viens de rentrer, j'étais au travail, là je viens de rentrer, donc quelque part nos enfants sont livrés à eux-mêmes. S'il n'y a pas une sorte de... Enfin, s'il n'y a pas cette fête-là qui leur rappelle au moins que nous avons un prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je ne parle pas sur le plan religion, cher Tariq. Si c'est une bid'a, je respecte. Ceux qui disent que c'est une bid'a. Si ce n'est pas une bid'a aussi, je respecte. Et donc, entre les deux, moi, j'essaye d'avoir quelque part mon propre avis. Je me dis, est-ce que c'est bon ou pas? Moi, pour moi, en dehors de la religion, c'est bien de Mais de fêter toute façon, mon frère, on va essayer de faire plus court parce que vraiment, tu étais la dernière personne et il faut qu'on aille à la conclusion. Mais simplement par rapport à la question du Maoulid, on a plusieurs avis juridiques. On a qui ne veulent absolument, des littéralistes qui disent on ne veut rien savoir de tout ceci, ça n'existe pas en islam. Et la majorité des savants aujourd'hui qui disent, et moi c'est mon opinion de ce point de vue, qu'il n'y a absolument aucun mal à se souvenir parce que ça fait partie des souvenirs qu'on devrait d'ailleurs avoir tous les jours du prophète alayhi salam. Donc c'est simplement, on marque un moment sans en faire un jour qui serait sacré, sans en faire un jour qui serait particulier. C'est simplement un jour où on insiste davantage sur le rappel, mais le rappel doit être une réalité quotidienne. Et voilà, les savants là-dessus, il y en a qui passent leur temps à vouloir dire qu'il faut pas en parler, qui n'arrêtent pas de parler du fait qu'il faut pas en parler, et donc ils nous font perdre notre temps. Et puis simplement, il faut prier sur lui, alayhi wassalam, et puis essayer d'être des êtres de conscience et des êtres de rappel. En tout cas, merci beaucoup d'être intervenu. Merci de ce soutien et de cet amour, de l'expression de cet amour. Et puis, Allah barik fik. Merci beaucoup en tout cas. Salam alaikum wa rahmatullah. Espérons, monsieur Tariq. Oui. Moi, personnellement, je ne vais pas parler pour la communauté, mais moi, personnellement, je souhaiterais votre retour. Mais je ne suis pas parti, mon frère. Je suis encore là. Je ne suis pas mort encore. En fait, voilà. Et quand je dis votre retour, ça veut dire publiquement parlant. Même public, là, on est en public, mon frère. Tout va bien. Non, on est en public, c'est déjà bien. C'est déjà ça. En plus, peut-être c'est un mal pour un bien. Pourquoi? Parce que peut-être si vous auriez été que sur les plateaux, on ne peut pas vous avoir. Alors que ce soir, Dieu a fait peut-être que aujourd'hui, vous serez pour nous. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah barik fik. Merci en tout cas. Salam alaikum. Allah barik fik. Salam alaikum wa rahmatullah. Très gentil. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Alors, ici. Je ne sais pas pourquoi ça. Je ne sais pas comment. Moi, normalement. Ouais. Voilà. Écoutez, simplement, on arrive, je pense qu'on arrive au terme. Moi, avant de vous donner la parole pour conclure, simplement, je rappelle à ceux qui nous suivent qu'on se retrouve effectivement chaque mois, mais que nous, on a nos activités aussi. On a le déjeuner littéraire du 22 octobre sur mon intime conviction. On a Shifa d'ailleurs aussi, pour ceux qui veulent suivre en distanciel et en présentiel est ouvert, dans lesquels nous enseignons d'ailleurs. Et puis, on a le séminaire sur l'art de l'écriture les 14 et 15 octobre. Et puis, le 10 octobre commencent les cours populaires. Et encore une fois, vous pouvez simplement, c'est des cours qui sont gratuits, que vous pouvez suivre sur Internet, sur mon dernier livre écrit, à savoir, qui n'est pas encore publié. Et c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça sur le manifeste pour une théologie islamique de la libération. Vous écrivez à courspublic@gmail.com et puis vous vous dites le nombre de livres que vous avez déjà lus, la ville et le pays où vous êtes, et puis on vous envoie et on vous enregistre. Voilà, ça c'est simplement des informations sur nos activités. Et je vous laisse le soin de conclure, Faiza. Je voulais rebondir sur la dernière phrase que vient de dire le frère là, qui vient d'intervenir un petit peu longuement, mais sa dernière intervention, en fait, elle traduit un peu celle. Enfin,
on fait des lives depuis suffisamment longtemps maintenant pour savoir qu'à chaque fois qu'on a donné la parole aux gens, de manière systématique est revenu ce truc de Tarek Ramadan, on voudrait que vous reveniez, tout ça. Puis à la fin, il a quand même fini par dire au final, peut-être que maintenant vous êtes pour nous et pas pour la télé. Et j'ai trouvé cette conclusion très intéressante parce que c'est précisément quelque chose dont il faut se rendre compte. Vous citez à chaque fois les activités que vous avez, c'est des choses que malheureusement auxquelles les communautés musulmanes qui vous suivaient avant pouvaient pas forcément avoir accès à cette proximité, à ces cours de prise de parole, les cours avec l'Institut Shifa, et puis ces lives qui étaient pas non plus monnaie courante. Donc, en ce sens, je voulais moi déjà vous remercier parce qu'ils permettent une proximité, ils permettent un échange qui est pas seulement pour moi, mais c'est pour ceux qui nous écoutent. En tout cas, ça nous permet de rester et d'avoir des réflexions qui sont constructives et des analyses qui sont toujours constructives. Sur les 10, 20, 30, 40 dernières années, on pouvait vous écouter dans des publics, sur des chaises, dans des salles. C'était bien, mais moi je trouve que c'est mieux comme ça, que c'est mieux maintenant, parce qu'il y a vraiment une vraie possibilité d'échange, vraiment pour les gens. Je voudrais en ce sens juste avoir le message de dire, voilà, il faut pas que vous pensiez... Tarek Ramadan n'est pas là parce que c'est faux. En plus, il est là presque tous les jours maintenant avec vous, avec nous. Et il y a plein d'outils qui ont été développés dans l'Institut, dont ces interviews mensuelles, dont les interviews avec Fanny aussi une fois par mois à la même fréquence que ceux-là. Vraiment, moi, je suis contente de vous retrouver maintenant pour la 3e année et j'espère encore d'autres années. Inch'Allah. Merci beaucoup, Faiza. Et donc, on se retrouve dans un mois pour une autre interview et une autre discussion. Merci beaucoup, Inch'Allah. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci.